Dominique Ségalen, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver avec votre nouveau livre qui s'intitule Genèse et fondation de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Ce livre que vous venez de publier est, je vous dirai tout d'abord, un très beau livre. Il m'a procuré le même plaisir à la vue que certains livres, par exemple de l'ancienne collection Découvertes de Gallimard. Il est dynamique, vivant, il associe des photos et de petits inserts avec des textes explicatifs et entre toutes ces belles images court un texte où vous allez évoquer une Genèse que vous commencez en 1866. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque à laquelle Maria de Rem a donné ses premières conférences au Grand Orient, à l'hôtel du Grand Orient. Ça a été une opportunité, une rencontre avec Léon Richer, un franc-maçon du Grand Orient, qui lui a donné la possibilité, suite à des attaques de l'Église, des attaques de la franc-maçonnerie par l'Église, il lui a donné l'opportunité de s'exprimer en faisant des conférences à l'hôtel du Grand Orient. Et c'est de là que tout est parti. Elle a pris des sujets importants, notamment l'émancipation des femmes. Alors, le choix que vous avez fait en couverture, d'ailleurs, justement, va nous montrer Maria de Rem et Georges Martin. Et en dessous, on voit une manifestation de féministes, de suffragettes, comme on souhaitera les appeler, menée, semble-t-il, par Séverine, une journaliste fort célèbre. Et moi je me suis dit, tiens, c'est très marrant parce que c'est presque comme une image d'un soleil et d'une lune. Et c'est vraiment le choix symboliquement de nous montrer que le droit humain va naître dans ce contexte de revendication des femmes pour leurs droits civils et leurs droits civiques. Oui, tout à fait, tout à fait. Séverine, de toute façon, faisait partie de la Fronde, le journal féministe, monté par Marguerite Durand. Mais ça, c'était un épisode. Alors évidemment, on ne peut pas paraphraser en disant que c'est un groupe en marche, hein, mais presque. Mais c'était des hommes et des femmes. J'ai voulu montrer quand même cette foule d'hommes et de femmes, parce que justement, c'est ça le droit humain. C'était ça, essentiellement, les hommes et les femmes ensemble, pour défendre les droits des femmes, les droits de la protection de l'enfance et les droits de l'homme, plus généralement. Alors jusqu'à présent, on connaissait surtout Maria de Rem, et vous faites monter, justement, en évoquant toute cette histoire, vous allez faire monter avec l'esprit de fronde, justement, qui caractérise certaines de ces femmes de la fin du 19e siècle. Vous allez faire monter un certain nombre de femmes qu'on connaît quelquefois de nom, quelquefois très très mal, très peu, pas du tout. Que vous allez évoquer. Alors je pense que les personnes qui sont au droit humain connaissent sans doute Marie Bonnevial, mais vous évoquez d'autres personnages, dont Marie Apognon, dont vous avez bien entendu fait une monographie l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation de ces femmes qui n'ont pas de droit civil ou très peu, qui n'ont pas de droit civique du tout? Et oui, c'est justement pour cette raison que Maria de Rem, qui était l'une des grandes figures du féminisme réformateur au XIXe siècle, a voulu entamer ce gros travail de revendication des droits civils pour les femmes, qui étaient évidemment considérées comme des mineurs et des incapables. Mais ça rappelle aussi l'article 1er de notre Constitution internationale au droit humain, qui dit que le droit humain affirme l'égalité de l'homme et de la femme. Et ça, à cette époque-là, c'était complètement incongru. Oui, c'était impensable. C'était impensable. Oui, puisque même quelques années plus tard, quand on voit la loi sur la laïcité portée pourtant par des francs-maçons, je crois que même à ce moment-là, la question des femmes en franc-maçonnerie et de l'égalité femmes-hommes était loin d'appeler un consensus dans la franc-maçonnerie. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Les femmes voulaient d'ailleurs prouver, et les hommes avec elles, parce qu'elles avaient le soutien. C'est la première fois qu'elles avaient le soutien quand même des hommes. Hein. C'est pour ça que les revendications ont non pas abouti complètement, mais étaient en marche par rapport à la Révolution de 1789 ou celle de 1848, où là, elles n'avaient pas l'appui des hommes. Donc c'était les femmes avec le soutien des hommes. Et c'est pour ça que ça a fonctionné.
Donc cette fin de 19e va montrer quand même une convergence, enfin dès les débuts de la jeunesse, puisque vous nous parliez de Léon Richer, Oui. avec quelques hommes qui vont donc soutenir le combat et les revendications des femmes à cette époque-là. Oui, dont Georges Martin d'ailleurs. Dont Georges Martin, qui est quand même la grande figure du passage à l'initiation des femmes à la fin du 19e siècle. C'est vraiment le père fondateur et Maria de Rem, la mère fondatrice, on va dire, Oui. même si Marie-Georges Martin, je crois, va prendre des responsabilités très tôt. Oui, très importante, Marie-Georges Martin, l'épouse de Georges Martin. Et là, c'était plutôt ça c'était la phase de construction du droit humain. Parce que Maria de Rem est décédée justement quelques mois après la fondation de la première loge du droit humain, la grande loge symbolique écossaise, le droit humain, en 1893. Mais là, il y avait quand même 27 ans de lutte et de revendication et d'organisation d'un gros réseau, justement un gros réseau social, par Maria de Rem et ses amis. Et justement, c'est là l'importance de la genèse du droit humain. Et alors, à partir du moment où cette première loge numéro 1 du droit humain est créée, alors cette première loge du droit humain, il y a combien de femmes, combien d'hommes? Alors, il y a essentiellement une quinzaine de femmes, 15-16 femmes au début, et puis il n'y a qu'un seul homme, Georges Martin, mais très vite, des hommes vont être... Et oui, il fallait... Non, mais je vous demande. Voilà, c'était très important. Et oui, il fallait qu'elles aient... D'abord, c'était le but de Georges Martin, d'ailleurs, qu'elles aient des droits, qu'elles puissent s'exprimer, et qu'on crée une obédience mixte. Donc, évidemment, il n'y avait que des femmes, et Georges Martin qui s'est affilié tout de suite. Mais très vite, il y a eu des initiations et des affiliations. Alors, ces premières femmes du droit humain, oui, et ces premières femmes du droit humain viennent-elles toutes de la société civile qui revendique, des femmes qui revendiquent des droits égaux aux hommes? Essentiellement, oui. Ce sont des féministes, on va dire, de cette époque-là. Oui, tout à fait. C'est ce mouvement féministe-là qui s'engouffre dans l'initiation. Féministe réformateur, j'insiste. Réformateur, oui. Alors, expliquez-nous justement cette différence. Là. Justement parce que les femmes, à l'origine, voulaient participer à la naissance de la Troisième République, à la construction de la Troisième République. Mais elles ne pouvaient pas puisqu'ils n'avaient aucun droit. Donc c'est pour ça qu'elles ont monté un mouvement féministe très important, soutenu par les hommes, comme je le disais. Oui, mais si vous dites réformatrice, ça voudrait dire qu'il y a des femmes qui n'étaient pas d'accord avec elles. Ah bah bien sûr. Oui. Il y avait beaucoup de groupes féministes. Et puis il y avait aussi les femmes qui étaient sous l'influence des maris et l'influence de l'Église. Donc il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient contre l'émancipation des femmes à l'époque. Enfin, c'était intéressant. Oui, donc il y avait beaucoup de femmes qui étaient hostiles à l'émancipation des femmes parce qu'elles ne se sentaient pas capables de se gouverner par elles-mêmes, elles n'en étaient pas encore prêtes. Oui. Et parmi les féministes, donc il y a des féministes en somme radicales et des féministes réformatrices. Voilà, mais tout le monde se fréquentait, tout le monde montait, surtout des congrès féministes internationaux. Il y avait une grosse organisation commune, alors évidemment, tout le monde n'a pas suivi complètement Maria de Rem, qui elle-même avait choisi avec Léon Richer au début, puis Georges Martin après, le fait de ne pas revendiquer tout de suite des droits civiques, parce que ça faisait peur à l'époque, et que les femmes n'étaient pas... Donc, premier temps, les droits civils. Voilà, c'est ça. Et second temps, les droits civiques. Voilà, en mettant en place aussi la réforme de l'éducation, notamment l'école laïque et obligatoire, parce qu'il fallait que les petites filles avaient juste une instruction, mais vraiment primaire et très courte. Donc là, il fallait que les femmes aient accès, les filles et les jeunes filles aient accès à l'instruction. C'est un petit peu les revendications donc des femmes de la commune. Tout à fait, tout à fait. Ça. Donc en fait, il y a cette continuation de cette sorte-là. Et le cheminement initiatique alors du droit humain se passe sous quels auspices à ce moment-là? Parce que là, on a parlé du volet social, mais il y a aussi un volet initiatique, puisqu'on est dans la franc-maçonnerie. Oui, parce qu'est-ce qu'elles ont choisi? Elles ont choisi un seul rite d'emblée. Le rite écossais ancien. Ils ont choisi d'emblée. Georges Martin faisait partie de la commission à l'époque il gérait aussi la grande loge symbolique écossaise. Donc ils sont partis sur ce modèle-là. D'accord. Et après, donc le développement du droit humain sur le plan international, se fait-il rapidement ou pas rapidement? Il s'est fait rapidement parce que justement avec ces organisations de grands congrès féministes internationaux, évidemment les relations étaient déjà trouvées, déjà prises dans beaucoup de pays. Et puis la France était quand même très en retard, notamment sur le droit de vote accordé aux femmes.
Oui, mais pas sur la franc-maçonnerie. Non, pas sur la franc-maçonnerie. Mais là, la franc-maçonnerie masculine n'a pas voulu, évidemment. Bon, Maria de Rheims a été initiée en 1882. Vous voulez dire que la franc-maçonnerie internationale est d'abord féminine? Non, c'est pas ce que je veux dire. Pardonnez-moi. En France, la franc-maçonnerie masculine a très mal accepté au début la naissance du droit d'accord. humain. Non, mais là, je parlais de l'international. Voilà, oui, l'international. Là, je pense que le droit humain a mis beaucoup de temps à s'installer pour que ça devienne une obédience internationale, évidemment. Mais Georges Martin a travaillé à ça. Tout de suite, il y a eu une loge à Zurich et ensuite, ça s'est... Mais il y avait tellement de choses à faire, tellement de choses à installer au début, ne serait-ce que développer l'obédience à partir de cette première loge. Alors, pourquoi est-ce que vous donnez comme fin de parcours de cette première recherche, parce que je suppose que vous allez continuer, Oui. 1916? Pourquoi 1916? C'est la guerre. Oui, Je suppose que ces femmes sont féministes, certes, pacifistes aussi, probablement. Oui, tout à fait. Voilà. Très Et engagées. pourquoi 1916? Parce que ça faisait un demi-siècle. Et là, à partir de 1916, les tenues ont été suspendues, c'était la guerre, il y a eu une fracture. Moi, je vois une fracture lors de cette année-là. La rue Jules Breton était tout juste inaugurée et c'était la fin d'un cycle. Je l'ai vu comme la fin d'un cycle. Après, il y aura forcément une suite pour l'entre-deux-guerres, etc., une suite à cette histoire. Mais là, j'ai trouvé intéressant de montrer ce demi-siècle parce qu'il s'est passé tant de choses et avec les fondateurs et les fondatrices. Après, on passe effectivement à autre chose, même si beaucoup de sœurs comme Marie Bonnevial font la soudure et poursuivent cette histoire. Alors Dominique Ségalen, avant de nous quitter, vous avez déjà écrit 2 monographies, l'une autour de Marie Becquet de Vienne, l'autre autour de Marie Apollon. Est-ce que, parallèlement à cet ouvrage majeur, bien qu'il semble petit, joli, en fait c'est vraiment un guide, surtout pour des gens qui ne connaissent pas bien l'histoire du droit humain, je pense qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous allez continuer cette série de portraits de femmes ou peut-être d'hommes? Oui, là je travaille sur la monographie de Marie Bonnevial. D'accord. J'ai commencé par les femmes parce que justement sur Georges Martin il existe déjà des écrits et des recherches. Donc, sur Maria de Rheims aussi. Sur Maria de Rheims aussi, c'est pour ça que j'ai commencé par des fondatrices moins connues. Mais après évidemment il y aura... Vous allez continuer donc parallèlement à mener donc, ces deux. Oui. Je pense aussi que ce bouquin est très riche parce que vous avez fait des recherches importantes déjà dans les archives du droit humain et pour nous c'est une véritable découverte. Donc nous donne rendez-vous l'année prochaine pour Marie Bonnevial, si je comprends bien. Merci Dominique Ségalen. Merci. Il s'agit donc du livre de Dominique Ségalen, Genèse et fondation de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain, publié chez Defrane. Merci. Merci Dominique.